Corps à corps, corps à corps. Et donc, je vous le disais, une actualité européenne très riche, hein. Alors, dans le sens, comment dire, qui complique la santé, enfin, on va dire, qui ne va pas rassurer sur la santé démocratique de l'Europe de Bruxelles. D'abord, eh bien, il y a en Allemagne, où le second parti national, vous savez, l'AfD, a été classé comme un mouvement extrémiste de droite avéré. Ça, c'est l'Office de protection de la Constitution. Voilà exactement le nom, je cherchais tout à l'heure, de cette agence qui a classé l'AfD. Alors, c'est une qualification qui n'est pas anodine, hein, puisque ça va établir le parti, l'AfD, le parti d'Alice Weidel, comme n'étant pas compatible avec l'ordre démocratique fondamental, ce qui ouvre la voie à un débat sur son interdiction, donc la possibilité de son interdiction, et surtout ça va autoriser également les services de renseignement allemands à surveiller étroitement les membres de l'AfD, voire à infiltrer le parti pour le démanteler. Vous voyez, quand même une décision coup de tonnerre et quand même très loin d'un système démocratique. Et ensuite, et c'est pas tout, il y a la Roumanie. Alors on suit évidemment ce dossier roumain depuis longtemps, chers amis, depuis le début, depuis l'annulation de la candidature de Călin Georgescu. Donc ça s'est passé ce week-end et Georges Simion, le successeur, je précise, autoproclamé de Georgescu, est arrivé en tête au premier tour avec plus de 40% des voix. Je vous donnerai les résultats précis tout à l'heure. Il affrontera donc au second tour le pro-européen de centre-gauche Crin Antonescu. Et puis d'ailleurs, il y a en quatrième place encore un souverainiste. On redonnera les résultats tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a aussi du mouvement de ce côté-là et pas forcément dans le sens de l'Europe de Bruxelles. Il faudra aussi se pencher sur ce qui se passe en Pologne, puisque les Polonais sont aussi appelés aux urnes le 18 mai prochain pour élire leur futur président. Alors, pour parler de cette actualité très riche, et nous sommes nombreux. Je suis très heureuse d'accueillir David Engels. Bonjour. Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Historien, philosophe de l'histoire, professeur de recherche à l'Institut Záchotny de Poznan et auteur dernièrement de Que faire, vivre avec le déclin de l'Europe aux éditions La Nouvelle Librairie. Et puis nous sommes avec Rodrigo Ballester. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être Clémence, avec David, nous. Christophe. Merci d'être avec nous ce matin, directeur du Centre d'études européennes de Matthias Corvinus Collegium, ancien fonctionnaire européen à la Commission européenne. Et enfin, nous sommes avec Nicolas Mirkovic. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour Clémence Odiakova. Merci d'être avec nous également. Vous êtes analyste géopolitique, président de l'association Ouest-Est et auteur de Bienvenue au Kosovo, le chaos ukrainien ou encore l'Amérique Empire aux éditions Temporis. Alors, peut-être pour commencer, David Engels, concernant cette histoire de l'AfD, est-ce que vous avez des informations particulières ? Non, l'actualité est en train de se développer assez rapidement. Il faut se poser la question vers où tout cela va aller, mais peut-être pour résumer la situation brièvement pour les spectateurs, c'est évidemment quelque chose qui a été annoncé depuis tout un temps, hein. On assiste depuis des années et des années à une marginalisation systématique de la AfD qui va de pair avec son succès électoral. L'AfD est désormais le parti le plus fort en Allemagne, avec 25% d'intention de vote, hein, avant la CDU du nouveau chancelier Merz. Et c'est évidemment dans cette situation s'inscrit. Il faut savoir que la ministre de l'Intérieur, Faeser, a pris cette décision-là sur les derniers jours de son mandat, et il faut la comprendre, c'est un cadeau tout à fait empoisonné au nouveau gouvernement, et surtout c'est ce n'est pas seulement un mouvement de répression de la AfD, mais aussi de garantie du pouvoir de la SPD à laquelle appartient Madame Faeser. Parce que ce qu'il faut savoir avec la AfD, c'est que les partis établis, pour le moment, n'ont aucun intérêt à bannir totalement l'AfD. Ça créerait d'abord une situation de guerre civile en Allemagne, ce que personne ne veut. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant de garder la AfD comme un parti banni à l'intérieur du Bundestag, parce que ça oblige tous les autres partis à rentrer en permanence dans des coalitions des perdants et donc de se maintenir au pouvoir. Et donc, d'un certain point de vue un peu pervers, la situation actuelle est une garantie à la fois pour la CDU et pour la SPD de rester dans la plupart des gouvernements futurs, alors que si la AfD était carrément bannie, la situation serait très différente. Donc il y a un net intérêt aussi immédiat
de cette décision qui, à part cela, pour ces raisons, est évidemment absolument ridicule. La AfD étant stigmatisée pour, je cite le rapport, notre évaluation repose principalement sur la conception ethnique du peuple qui caractérise l'AfD, qui dévalorise des groupes entiers de la population allemande et porte atteinte à leur dignité humaine. Cette conception du peuple se traduit concrètement par une attitude globalement hostile aux migrants et aux musulmans de la part du parti. Donc il ne s'agit même pas d'une critique qui serait basée sur maintenant des agissements contre la Constitution de la part de la AfD, mais de sa vision du peuple allemand comme étant une entité ethnique. Et pour conclure, ce qui est évidemment particulièrement absurde, c'est que l'État allemand, depuis des décennies, a justement lui-même une conception ethnique du peuple allemand qui est à la base notamment de la loi très ancienne qui permet à des soi-disant Allemands de l'étranger habitant en Roumanie, en Russie ou autre chose, hein, d'aller émigrer en Allemagne et y prendre la nationalité allemande. Donc on est vraiment là dans une contradiction interne assez ridicule qui, je crois, dans l'intention des votes, va certainement jouer finalement en faveur même De de l'AfD. l'AfD, parce que c'est trop ridicule. Trop ridicule. On n'a pas entendu la fin de votre Trop phrase. ridicule. Oui, c'est ça. Euh, oui. Justement, alors je voulais vous demander, malgré tout, bon, c'est peut-être ridicule, mais est-ce qu'il y a un risque d'interdiction de ce parti ou est-ce qu'ils n'iront pas jusqu'à là, à votre avis? Non, non, je ne crois pas. En tout cas, pas pour le moment. Ça pourrait peut-être se faire dans une situation presque suicidaire si les autres partis risquent véritablement de perdre le pouvoir. Si la AfD se trouve, par exemple, un jour à 35-40% Eh des oui. intentions de vote. Mais pour le moment, je ne crois pas. La technique ou la tactique, c'est plutôt de discréditer la AfD pour Oui. contrôler plus ou moins sa popularité, mais pas encore de l'exclure. Est-ce que ça pourrait se faire dans le cadre d'élections comme ça, et ça s'est passé en Roumanie où finalement le candidat sortant n'est pas celui désiré par l'Union européenne? C'est toute la question aussi qu'on va se poser dans ce corps à corps. C'est pourquoi on continue la discussion avec Rodrigo Ballester. D'abord, comment vous réagissez vous, à ce classement de l'AfD par cet office de protection de la Constitution? Faut peut-être aussi revenir sur cet office de protection de la Constitution. Est-ce qu'il a eu l'habitude de classer des partis, etc. Rodrigo Ballester. Oui, je partage largement ce qu'a dit David Engels. Déjà, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu déjà des déclarations au Parlement allemand. Il y a également des cas judiciaires. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Et après, effectivement, ce qui m'a le plus choqué, ce sont les raisons invoquées dans ce rapport-là. Alors, déjà, on se part d'arguments bureaucratiques. On dit que c'est un rapport de 1000 pages. Mais à la fin, quel est l'argument principal? Si je voulais simplifier ça, c'est excusez-moi, mais vous n'êtes pas assez de gauche, en fait, donc vous êtes une menace pour la Constitution. Parce qu'en fait, effectivement, on est en train de dire que voilà, le fait de critiquer la migration dans certains termes, etc., est une menace en soi pour la Constitution. Donc, ce qui peut être une menace pour la Constitution, c'est de dire ouvertement dans son programme électoral, par exemple, qu'on va la dynamiter. Ce que fait par exemple Podemos en Espagne. En Espagne, l'extrême gauche qui fait partie du gouvernement d'ailleurs, dit clairement, nous, cette constitution de 78 en Espagne, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on veut la dynamiter. Bon, Ou comme ça, Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la 6e République en France. Exactement. Alors déjà, ça, à la limite, selon la législation allemande, ça pourrait effectivement tomber dans le champ d'application de cette enquête. Mais critiquer la migration en soi et sur des termes culturels, voire ethniques, effectivement, est-ce vraiment une menace? Non, ce n'est absolument pas une menace. Donc ici, encore, le message qu'on veut bien faire passer, c'est vous n'êtes pas assez à gauche, effectivement. Ça participe vraiment d'une tendance déjà très, très générale au sein de l'Europe occidentale, surtout, c'est de criminaliser les opinions qui sont finalement, je dirais, à droite de la gauche. On n'a pas le droit de le faire, apparemment. Et donc, ça ne me surprend pas. Par contre, ça m'inquiète beaucoup parce que c'est vrai que peut-être pour des intérêts tactiques aujourd'hui, on ne va pas aller plus loin. Mais vous savez, une fois que vous enclenchez des mécanismes bureaucratiques de la sorte, on ne sait jamais vraiment où ils terminent. Et maintenant, ceci dans les mains des services secrets qui ont le droit d'infiltrer ce parti, qui déjà par ailleurs assez infiltré, paraît-il.
Et ce dossier est désormais aussi dans les mains donc de ces bureaucrates de l'Office de protection de la Constitution qui peut-être seront en roue libre dans le cadre d'un gouvernement de grande coalition, etc. Eh bien, voilà, seront peut-être en roue libre. Et du coup, vu en plus leur manque de flair politique et leur manque de, disons, d'expertise dans ces dossiers-là et leur arrogance, eh bien, je ne sais pas. Peut-être que ça peut mal se terminer plus vite qu'on ne le pense. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cité les bureaucrates. On en connaît un, des bureaucrates, Thierry Breton, bureaucrate bruxellois en puissance, qui avait annoncé que ce qu'on a fait en Roumanie, on pourrait le refaire en Allemagne. Évidemment, c'est pour ça qu'on tire ce trait, ce lien entre les deux aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Nicolas Mirkovic, pour justement faire ce lien entre le fait que Calin Georgescu ait été totalement exclu de cette nouvelle campagne présidentielle en Roumanie, et puis ce qui se passe aujourd'hui en AfD. Et puis, donc, commençons par réagir d'abord à ces résultats roumains, puisque le premier tour a eu lieu ce week-end. Moi, je pense que c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit que les peuples sont de plus en plus hermétiques aux consignes de vote officielles. C'est-à-dire que malgré la pression massive qu'il y a eu contre Georgescu avec des heures et des heures à la télévision pour expliquer que c'était l'extrême droite, que c'était le mal, que c'était l'instrument des Russes. Malgré tout cela, les Roumains votent pour un candidat qui est soutenu par Georgescu, qui est Simion. Et donc ça montre quand même que le peuple est de plus en plus rétif à ces consignes, n'y croit plus et comprend qu'il est manipulé, parce qu'il s'agit très clairement d'une manipulation. Je rappelle que Georgescu n'a pas été condamné. Il est soupçonné de recevoir de l'aide de pays étrangers. Ça n'a pas été démontré. Il est soupçonné d'avoir détourné des fonds ou d'avoir reçu des fonds de manière illicite. Il n'a pas du tout été condamné. Le système a sorti du jeu un candidat qui ne lui plaisait pas. Et on pourrait parler longuement sur ce pouvoir des juges en Europe. Mais je pense que la réaction du peuple roumain paraît sain, même si il faut quand même dire que ces élections ont été truquées, parce que le candidat principal, le candidat qui a gagné le premier tour, a été retiré de manière complètement arbitraire. Et cela en dit long. Et Clémence Odiakova, ce n'est pas nouveau. On parle aujourd'hui de l'AfD et on parle aujourd'hui de la Roumanie. Mais je rappelle que quand même, la démocratie en Europe, si on regarde les référendums, que ce soit le référendum des Français et des Néerlandais en 2005 contre le traité européen, les peuples ont voté contre, on leur a imposé. On peut rappeler qu'en 2008, le peuple irlandais avait voté contre la ratification de clauses du traité de Lisbonne, autre chose. Ils ont voté contre. On leur a fait revoter. Et en 2009, après une campagne massive de propagande de la part du système en place, eh bien, ils ont voté pour. Et on peut rappeler aussi les Ukrainiens qui avaient voté en 2015, pas les Ukrainiens, pardon, les Néerlandais, de nouveau, qui ont voté par référendum contre un accord de participation entre l'Union européenne et l'Ukraine. Ils ont voté massivement contre, ce qui aurait dû bloquer tout le mécanisme européen. Ben non seulement toute l'Europe l'a accepté, mais les Néerlandais qui avaient dit qu'ils n'en voulaient pas, on leur a imposé. Donc c'est un problème de fond. La démocratie est en train de se déliter de manière très inquiétante en Europe aujourd'hui. Et ce qui se passe en Roumanie vraiment met les projecteurs sur les agissements de ces gouvernements, du système qui est en place, qui ne veut pas partager le pouvoir, qui fait croire que nous sommes en démocratie, mais nous ne sommes plus en démocratie. Je pense que c'est extrêmement important de le noter. Dans de nombreux pays européens, il n'y a plus de démocratie parce que vous avez des organismes avec des juges qui ont été nommés par le système en place, qui décident qui a le droit de se présenter, qui n'a pas le droit de se présenter. On a reproché à Georgescu en Roumanie de ne pas incarner l'idéal démocratique. Je ne sais plus quel est le terme qui a été employé exactement, mais cela revenait à ça. Il a une autre candidate en Roumanie qui n'a pas pu se présenter parce que vous avez des personnes nommées par le système en place qui décident qui a le droit de se présenter ou pas. Comme en Allemagne, on décide représente l'idéal démocratique, qui n'est pas. Exactement. Et c'est en soi antidémocratique. Donc, avec des principes antidémocratiques, on définit ce que c'est que la démocratie. Donc, c'est ubuesque. Et je pense que ça doit être un réveil, et il y a un réveil. On le voit partout en Europe. C'est pas pour rien que ces différents partis dans de plus en plus de pays sont de plus en plus populaires parce que le peuple ne croit plus dans le système, se rend compte qu'il n'est pas en démocratie et vote pour ces partis. Et il faut espérer que cela y ait des dénouements pacifiques parce que on peut pas confisquer le pouvoir du peuple. En tout cas, si on dit qu'on est démocrate et que le pouvoir du pays revient au peuple,
On peut pas empêcher le peuple de s'exprimer, quelle que soit son opinion. C'est le principe même de la démocratie. Bien sûr. Alors, faisons encore restons un tout petit peu sur ces élections roumaines. Donc, Georges Simion, je suis pas sûr d'avoir déjà donné le corps précis. Enfin, celui moi, en tout cas, que j'avais aux dernières nouvelles, c'était 41,21% des votes en faveur de Georges Simion. Et Călin Georgescu s'est quand même affiché à côté de lui ce dimanche pour l'élection. Je le précise parce que c'est quand même une question que nous-mêmes nous sommes posés. Hein. C'est-à-dire, est-il vraiment le candidat, qui aurait repris le flambeau de Călin Georgescu, ou a-t-il juste profité entre guillemets de la mise à l'écart de Călin Georgescu? C'est une question qui se posait. En tout cas, on a vu Călin Georgescu le soutenir. Et puis, autre élément intéressant sur les premiers, on va dire, candidats sortis des urnes, on a également le quatrième, Victor Ponta, qui est également un candidat souverainiste et qui a réuni 14,70% des voix, ce qui veut dire que Georges Simion va peut-être bénéficier de ce report de voix. Et alors là, ça devient vraiment intéressant pour Georges Simion. Je ne sais pas comment vous réagissez à ce calcul, on va dire, Nicolas Mirkovic, sur le second tour. Simion est nettement plus acceptable pour le système que Georgescu. Ça, c'est certain. Georgescu a inquiété le système parce qu'il était vraiment souverainiste. Et en plus, c'est un chrétien affiché. Donc, je pense que là, il a coché 2 cases qui étaient vraiment des lignes rouges pour le système aujourd'hui, qui ne veut pas entendre parler d'un président qui serait fier de sa foi chrétienne. Et en plus, un président potentiel qui voulait la paix avec la Russie. Ça, c'était la ligne rouge. On n'est pas sur la même ligne, et de le rappeler. Simion, c'est un autre parti. Donc, c'est pas le poulain de Georgescu. Simion, aujourd'hui, veut une OTAN forte. Il dit que la Russie n'est pas une menace pour l'OTAN, mais il veut une OTAN forte. Et je pense qu'il y a une discussion, un débat fort au sein du monde atlantiste aujourd'hui de qui va reprendre la direction. C'est-à-dire que nous avons des atlantistes qui étaient très mondialistes, très woke, très cancel culture, autour, on va dire, de l'équipe Biden, de personnes comme Macron, comme Scholz, ces personnes-là. Et vous avez au sein du monde atlantiste des personnes qui sont toujours atlantistes, c'est-à-dire qui veulent vivre sous le parapluie des États-Unis, qui continuent à accepter d'être des vassaux des États-Unis, mais qui sont anti-woke, qui sont anti-cancel culture. Donc du coup, et vous avez à part ça, en plus, des souverainistes qui ne veulent pas être sous le parapluie des États-Unis, qui veulent très bien collaborer avec les États-Unis, mais également avec la Russie, avec la Chine, mais qui sont de vrais souverainistes. Et ça, c'est Georgescu. Georgescu est un vrai souverainiste. Il voulait la paix avec ses voisins et il voulait aussi bien discuter avec les États-Unis, avec la Russie. Donc Simion, c'est quand même différent. Et Simion, parce qu'il est pro-OTAN et que la Roumanie est un pays stratégique pour l'OTAN, parce qu'ils sont juste en train de construire leur base la plus importante aujourd'hui en Europe, à Constanta, à côté de l'Ukraine, et donc évidemment avec des visées sur la Russie, eh bien il est plus acceptable par le système. Ouais. Georgescu a été entre autres dégagé des élections à cause de ses positions, à cause des craintes qu'il représentait pour l'OTAN. Donc ça, c'est important de le noter. Et je voudrais juste terminer sur ce point. La candidate soutenue officiellement par Emmanuel Macron, Lasconi, s'est écroulée dans ces élections. Et donc, on reproche à Georgescu d'avoir reçu de l'aide de puissances étrangères. On ne les nomme pas, on ne sait pas, on n'a pas de preuves. La candidate pro-européenne, soutenue officiellement par Emmanuel Macron, elle peut recevoir du soutien, ça ne pose pas de problème. Et je rappelle que beaucoup de ces candidats et du système politique roumain a reçu des millions et des millions d'aides de l'USAID, de la National Endowment for Democracy, de l'Union européenne, donc que des officines atlantistes depuis des années. Et personne n'a rien dit sur ça. On ne dit pas qu'un tel a reçu de l'argent. Si ça, c'est pas de l'ingérence, oui, on peut aussi s'interroger. Donc, quand c'est pro-atlantiste, quand c'est mondialiste, quand c'est woke, quand c'est cancel culture, là, c'est pas de l'ingérence étrangère. Quand il y a une campagne TikTok qui a un succès pour Georgescu et qu'on voit que le peuple, qui est quand même pas censé être 100% idiot, vote pour ce candidat, bah dis non, mais c'est à cause de la campagne. Comme l'a dit J.D. Vance. J.D. Vance, le discours qu'il tient à Munich l'année dernière, et quand même, en début d'année, pardon, est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et il montre du doigt l'Union européenne et les pratiques antidémocratiques. Oui. Montre et dit que c'est la plus grande menace pour l'Europe, n'est ni la Russie ni la Chine, ce sont les principes antidémocratiques qui sont menés actuellement en Europe aujourd'hui. Et donc, ce 2 poids 2 mesures, il y a de l'ingérence européenne, s'il y a de l'aide ou du soutien, peut-être d'une campagne TikTok, et ne pas dénoncer les millions qui sont dépensés pour faire de la réingénierie sociale, pour formater les esprits des jeunes étudiants roumains. Je parle de la Roumanie, mais ça peut être également la Pologne, ça peut être la Belgique, c'est en France, on va en parler, Italie. Oui. Ça, c'est pas l'ingérence. Oui.
Parce que le système ne veut pas céder le pouvoir, et parce que le système aujourd'hui, majoritairement, n'est plus démocratique. Et on peut se poser la question s'il a jamais été. Alors, vous parliez de cette candidate soutenue par Emmanuel Macron, Lasconi, qui s'effondrait. Je donne les résultats. 0,57% des voix réunies. Alors, David Engels, est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction peut-être qu'il faut rappeler, comme l'a fait Nicolas Mirkovic, entre Georges Simion, donc le nouveau candidat qui est vainqueur, qui sort vainqueur de ce premier tour des élections roumaines, et puis Călin Georgescu. Y a-t-il la grande différence serait-elle l'OTAN? Et finalement, est-ce un candidat, Georges Simion, peut-être un peu plus choisi, finalement un moindre mal, peut-être un peu plus choisi ou poussé, je ne sais pas, par le système européen? Oui, il y a certainement là derrière le paradigme Meloni, Oui. c'est-à-dire que le système a probablement compris que le soi-disant populisme ne pouvait plus être diffamé, discrédité, détruit totalement. Et on a vu justement dans le personnage de Meloni une possibilité quelque part d'intégrer ces tentatives populaires dans un cadre plus ou moins acceptable. Et donc, à Oui. partir du moment où on a un discours qui est, disons, gentiment de droite, sans mettre en péril l'idée européenne d'un côté et l'alliance avec les États-Unis d'un autre, dans ce cas-là, on essaye de canaliser ces tentatives vers cette direction-là. Mais comme cela vient d'être dit, toute cette évolution est extrêmement dangereuse. Et peut-être pour revenir au cas allemand, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est, comme le disait aussi Rodrigo, c'est les évolutions futures. Parce que non seulement en Allemagne, tout comme d'autres pays, on se retrouve dans une banalisation de la répression politique. Je rappelle que la ministre sortante a non seulement maintenant fait discréditer la AfD, mais déjà auparavant, elle a fait voter notamment une loi sur les fonctionnaires qui rend possible de virer à peu près tout fonctionnaire allemand sur le soupçon seul d'appartenir ou de favoriser certaines évolutions contre la Constitution. Et c'est désormais aux fonctionnaires de prouver son innocence. Donc on a un retour de la présomption d'innocence qui est devenue depuis quelques années une normalité en Allemagne. On a désormais aussi ce qui s'appelle la délégitimation de l'État, qui est désormais un crime en Allemagne aussi. Donc, si vous dites que vous n'avez pas confiance finalement dans le gouvernement ou le système, vous êtes déjà contre la Constitution et on peut vous faire un procès. Donc, tout ça est devenu normal. Et avec la AfD, maintenant, on voit les conséquences immédiates. C'est un parti qui actuellement réunit un quart des intentions de vote et pourtant, dès maintenant, on a les premières discussions comme quoi, vu que le parti est soi-disant d'extrême droite, que désormais les premiers Länder sont en train d'examiner si on ne peut pas virer, par exemple, tous les policiers, mais peut-être aussi les instituteurs, les professeurs, les fonctionnaires qui auraient jamais exprimé une quelconque sympathie avec le parti ou qui y appartiendrait. Donc c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. Il y a une banalisation d'une forme de dictature, si vous voulez, qui, je crois, tôt ou tard, comme un boomerang, va probablement se retourner aussi contre le système lui-même dans quelques années. On voit bien aux États-Unis avec Doge, notamment tout ce qui peut se passer en contre-courant éventuel. Donc pour la démocratie, l'un comme l'autre d'ailleurs, sont extrêmement dangereuses. Oui, Rodrigo Ballester, toujours sur cette préforme de dictature qu'on peut voir sentir et émerger en Europe. Il y a aussi ce qui se passe, ce qui va se passer en Pologne avec les prochaines élections. Est-ce que là aussi, vous avez des craintes? En Pologne, je les ai déjà eues, les craintes. Je les ai eues en décembre dernier lors de la victoire de Tusk, en fait. Alors là, le cas était extrêmement clair. C'est que l'Union européenne a utilisé le budget européen et tout l'argent qu'elle avait confisqué au parti précédent, au gouvernement Morawiecki, comme un argument électoral. C'est très simple. Pendant des années, l'Union européenne a confisqué 137 milliards d'euros au gouvernement conservateur. Dès que Tusk a pris les manettes du pouvoir, 3 mois après, finalement, l'argent a coulé à flot. Tout l'argent, seulement sur de simples promesses. C'est-à-dire que on obligeait le parti PiS à faire
je ne sais pas combien de réformes et qu'il fallait monitorer, comme on dit, et surveiller, etc. Donc le parti Et du coup, nationaliste, hein, je rappelle, et Donald oui, Tusk étant de gouvernement beaucoup plus centriste progressiste. Je précise juste exactement. pour tout le monde. Et il a suffi finalement qu'il soit élu pour que l'argent coule à flot. Entre-temps, il a envoyé la police à la télévision nationale. Il a fait quand même arrêter des opposants aujourd'hui et tout ça. Comment l'Union européenne l'appelle la restauration de l'état de droit. C'est envoyer la police à la télévision nationale, débrancher le signal de la télévision nationale pendant une journée et enfreindre les lois et la Constitution en Pologne. Aujourd'hui, ça s'appelle restaurer l'état de droit. Donc, quand on arrive à ce niveau d'hypocrisie, donc en ce qui concerne la Pologne, la messe a déjà été dite et ça s'est fait avec les élections législatives, les dernières élections législatives. On en parle peu, mais ce qui s'est passé en Géorgie, c'est extrêmement grave également. C'est-à-dire que c'était une tentative, mais de justifier un coup d'État de la part de l'Union européenne, et cette fois-ci de manière active. Parce que pour la Roumanie, au moins, il faut reconnaître à l'Union européenne la vertu du silence. Ils n'ont rien dit. C'est un silence assourdissant, bien sûr. Mais en ce qui concerne la Géorgie, eh bien là, vous avez eu des pressions, mais absolument directes, pour faire tomber un gouvernement qui avait été largement, je dis bien largement, réélu. Oui. Et aujourd'hui, ceci continue. Ils ont des sanctions. Les diplomates géorgiens n'auraient plus de visa. On a interrompu leur adhésion à l'Union européenne, etc. Après, ils en ont profité pour dire, écoutez, si c'est comme ça, nous aussi, on va interrompre les négociations. Mais c'est l'Union européenne qui, bien avant les élections, avait fait ça. On reproche également d'avoir eu une loi de protection de la famille qui disait que un couple, c'était un homme et une femme, par exemple. Les mêmes reproches qu'a pu subir la Hongrie. Exactement. Et justement, en parlant de Hongrie, quel est, à mon avis, le vrai prochain cas, le vrai test démocratique de l'Union européenne? Ce sont les prochaines élections législatives en Hongrie qui auront lieu en avril de l'année prochaine. Alors, vous savez, Orban, ça reste la brebis galeuse parmi les brebis galeuses. Oui. Ça reste le gars, on veut son scalp. On le veut dead or alive, comme on dit, hein, mort ou vif. Ouais. Et effectivement, maintenant que l'Union européenne, j'ai l'impression qu'elle est devenue finalement comme le quartier général de tout ce que l'Amérique vient de rejeter au mois de novembre et au mois de janvier, eh bien, effectivement, le vrai cas, le prochain vrai test, ce seront les élections en Hongrie. Est-ce qu'on va laisser les Hongrois voter en paix, ou est-ce que l'Union européenne et bien d'autres vont essayer vont continuer d'intervenir? Parce qu'encore une fois, je tiens à le rappeler également, lors des dernières élections législatives en Hongrie, et bien effectivement, il y avait déjà des centaines de millions d'euros qui sont arrivés, notamment des États-Unis, de l'administration Biden. Ça s'appelle de l'emprise, ça s'appelle de l'ingérence, mais effectivement, comme disait Nicolas, quand c'est un peu les woke qui le font, personne ne dit rien, mais ça a bien eu lieu. Alors effectivement, quand on voit donc le cas de la Géorgie, le cas de la Pologne, peut-être le cas de la Hongrie, maintenant également le cas de Marine Le Pen, ne l'oublions pas, oui. Le cas maintenant AfD, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire trop, et effectivement, surtout le cas roumain, pour moi, était quand même le plus flagrant. C'était tellement grotesque et tellement éhonté. D'ailleurs, les résultats de ce matin, de hier, en fait, oui. démontrent que toute cette narrative, c'est un cinglant camouflé contre cette narrative. On disait, oui, mais Georgescu était là à cause de quelques campagnes TikTok. Alors, oui. Comment se fait-il que 6 mois plus tard, en gros, le camp Georgescu soit à 40%, encore plus qu'avant? Oui. Comment est-ce possible? Il a gagné 10%, oui. Quasiment. Donc c'est un démenti mais cinglant face à cette narrative absolument mais grotesque de cette campagne TikTok de la Russie qui aurait ceci cela. Juste rappeler les faits. Le 2 novembre, la Cour constitutionnelle roumaine dit qu'il n'y a aucun problème, et le 6 novembre, elle dit tout le contraire par unanimité. Bien sûr. En 4 jours, et entre-temps, il y a eu des élections législatives le 4 novembre où, comme c'est les bons partis qui ont gagné, personne n'a jamais rien dit, quoi. Donc, quand on arrive à ce niveau d'hypocrisie, ça devient simplement intenable. Rodrigo Ballester, je voulais aussi vous interroger, vous aussi, sur ce, quand même, vous dites le camp Georgescu, il y a quand même à une nuance près, même si Georgescu, donc, s'est affiché à côté de Georges Simion dimanche, sur le fait que comme le disait tout à l'heure David Engels, on est dans le paradigme Mélanie. Avec Georges Simion, on est dans dans un parti qui serait plus ou moins acceptable, puisque pro-OTAN pour l'Union européenne. Je voudrais un peu nuancer ça quand même. Allez-y. Parce que Simion
et quand même le profil pourrait être peu apprécié à Bruxelles. Et effectivement, ce qui est clair, ce qui est un fait, c'est que il a repris le flambeau de Georgescu. Ils se Oui. sont affichés ensemble depuis déjà quelques semaines, et Georgescu quelque part l'a adoubé. Mm. Et donc, effectivement, il y a des différences, certaines différences de fond, mais globalement, si vous voulez, cet agenda plus nationaliste et traditionnel est Oui. également bien représenté par le parti de Georgescu à Work. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc- contre lui? Vous avez dit il y a beaucoup de choses à retenir. Alors, pendant la période Covid, il était largement ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement anti-vax. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre contre Georges D'être Simion? un pro-Trump, par exemple. C'est quelqu'un qui dit, voilà, moi j'aime beaucoup Trump et je vais faire la même chose que lui en Roumanie. Voilà mes ambitions politiques. Ça, il l'a dit tel quel. Et donc, effectivement, être pro-Trump, ça veut dire déjà, point très très important, c'est vouloir une solution en Ukraine. Ouais. Et ça, c'est vraiment le changement impardonnable. Oui. C'est surtout ça, là-dessus que ça se joue. Et là-dessus, Simeon et Georgescu ont la même position. Après, d'être également ouvertement hostile à l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, au deuxième tour, il va affronter le maire de Bucarest, Monsieur Dan, qui, selon mes informations, est arrivé tout juste de justesse, mais au deuxième tour. Et donc pas Antonescu, mais Dan, qui représente justement ce consensus urbain, extrêmement pro-européen, libéral, individualiste, etc. Mais pour tout le reste, Simeon est quand même quelqu'un, voilà, qui veut une solution en Ukraine, qui se revendique ouvertement, qui est ouvertement favorable à Trump et qui est extrêmement critique par rapport à l'Union européenne et qui, d'un point de vue, disons, sociétal, eh bien, est un traditionnaliste. C'est quelqu'un, enfin, je pense pas qu'il soit vraiment pour que des drag queens viennent dans les crèches roumaines raconter des petites histoires. Alors, attendez, juste, du coup, je voudrais m'arrêter là-dessus. Pour vous, parce que moi, sur mes derniers résultats, c'était Georges Crin, donc, qui était Antonescu, qui était le deuxième, mais selon vous, c'est Daniel Dan qui serait le second? Oui, selon les Ah oui, derniers ok. résultats que j'ai vérifiés avant de me connecter, oui. C'est de justesse, mais... Donc Alors moi, j'ai vérifié, mais à 6h du mat, donc en effet, il y avait un petit décalage avec vous et cette émission. En effet, les résultats ont peut-être un peu changé. Et non, c'est intéressant parce que Antonescu était le candidat de l'establishment. Ils ont fait une espèce les partis au pouvoir, ceux qui ont gagné les élections législatives, ont fait une alliance pour soutenir Antonescu. Et Dan, dont le nom est plus facile à prononcer en plus, Monsieur Dan, et ce n'est pas forcément un candidat de l'establishment, c'est le candidat de Bucarest. C'est le candidat très 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 urbain, donc de Bucarest et de Colozvar, de Cluj, donc de la deuxième grande ville roumaine, si vous voulez. Et lui, bon, je dirais, c'est peut-être plus un macroniste, une réincarnation de Macron, si vous voulez, mais avec cette aura un petit peu d'outsider. Et donc, bien sûr, il va être très très soutenu par l'Union européenne, etc. Mais le candidat d'establishment, c'était pas lui, c'était Antonescu qui donc, grande défaite en fait. Ouais. Grande, ouais. Alors, Nikola Mirković, peut-être pour finir un point, essayons de tracer un tableau de l'avenir. Surtout que en entendant un peu ce que vous racontez tous, on a finalement peut-être une future alliance entre Georges Simion, Giorgia Meloni, la Hongrie. Enfin, donc on se dit que finalement il y a peut-être aussi, malgré tout, un mouvement interne à l'Europe qui va pouvoir contraster, se révolter contre une Union européenne qui prône de plus en plus l'état de droit contre la véritable démocratie. Nikola Mirković, comment vous voyez l'avenir? Clairement, c'est ce qui fait, c'est en ces raisons-là que les grands défenseurs de l'Union européenne paniquent. C'est pour ça qu'ils sollicitent des juges, c'est pour ça qu'ils les poussent. N'oublions pas que l'ambassadeur de France en Roumanie a rencontré le président de la Cour constitutionnelle roumaine, juste avant qu'elle délibère. Alors, on peut pas, j'étais pas dans cette réunion-là, on ne sait pas tout ce qui a été dit. Pourquoi est-ce que l'ambassadeur de France rencontre, et ça a été dit sur votre émission avec Clémence Odiakova, prouvée par une journaliste locale, et c'est connu. Donc, c'est quand même assez étrange. Il y a un moment de panique parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement en Union européenne, qui ont mis en place le modèle de mort, on va dire, de la souveraineté, de supranationalité, ceux qui ont tué le bien commun, ceux qui ont exalté l'individualisme, ceux qui ont tué les traditions, ceux qui sont dans ce programme mondialisme, vraiment d'un monde sans frontières pour la libre circulation des personnes, des biens et surtout des capitaux. Ces personnes-là sont en train de perdre la popularité parce que des peuples
parce qu'il n'y a pas de résultat. L'Europe est une des zones aujourd'hui dans le monde qui a le plus faible taux de croissance. Il y a des problèmes sociétaux majeurs en Europe aujourd'hui. Il y a énormément de problèmes et au lieu de laisser le peuple s'exprimer et de régler ça, eh bien, ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant de voir ça et de voir quels sont les moyens qu'ils emploient. Et vous savez, on n'en parle pas et ça, c'est extrêmement grave. Le fait que des juges soient obligés d'intervenir et qu'ils disent, voilà, ça c'est le bon candidat, ça c'est le mauvais candidat, c'est quelque chose qui est antidémocratique. Et on peut revenir à ce livre de Bernet, sur le Edward Bernays de Propaganda, où il parle de cette minorité éclairée qui connaît mieux que les peuples ce qui est bon pour eux et qui se sert de la propagande pour nous conditionner. Le conditionnement de la pensée est une vieille technique de la propagande, et on voit que cette propagande, elle n'est pas l'apanage des dictatures affichées, elle est aussi employée jour et nuit en Europe aujourd'hui dans les médias dominants. Maintenant, je voudrais aussi dire qu'il y a un éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, qui est Donald Trump. Et c'est extrêmement intéressant de voir aussi, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, qu'il y a il y a une bagarre en ce moment au sein du camp atlantiste sur qui doit prendre les rênes. J'en ai parlé il y a quelques instants. Et n'oublions pas que l'AfD a été ouvertement soutenue par Elon Musk, très proche de Trump, que J.D. Vance a rencontré l'entourage de Trump et Trump lui-même, et J.D. Vance de nouveau, ont dénoncé ce qui se passait en Roumanie, que Trump est très proche de Meloni, que Trump est très proche également d'Orban. Donc, qu'il y a eu des élections au Royaume-Uni où Nigel Farage, proche de Trump, a fait un raz-de-marée dans les élections municipales. Donc, il y a une très grosse bagarre entre atlantistes, avec pas mal de différences. Entre les camps. Je suis pas juste en train de dire que c'est une question de woke, pas woke, les différences vont au-delà de ça, mais il y a cette bagarre de pouvoir au sein du camp atlantiste, et Trump aussi essaie d'influencer, une influence américaine claire, comme il y en a dans beaucoup d'élections, et pour pousser ces candidats, parce que Trump a besoin aussi d'une Europe qui ne lui soit pas hostile, comme on l'a aujourd'hui. On voit Trump prendre des décisions et il doit se battre quasiment autant avec des responsables de l'Union européenne, plus qu'avec d'autres pays dans le monde. On voit que sur la situation en Ukraine, ceux qui lui mettent le plus de bâtons dans les roues sont quasiment plusieurs membres de l'Union européenne. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir, parce que ça, c'est une remodélisation du camp atlantiste globalement. Et si c'est fondé sur un peu plus de souveraineté, c'est pas plus mal, mais je distingue aussi le fait qu'il y ait des candidats souverains qui, eux, ne veulent plus d'un camp atlantiste, qui veulent être complètement souverains et qui veulent être indépendants. Donc ça, c'est important de le noter, mais il se passe quelque chose en ce moment en Union européenne, dans les pays atlantistes, et clairement, les peuples aujourd'hui ne veulent plus du modèle supranational, du modèle anti-tradition, et les peuples aspirent à autre chose, mais le système, on pourrait en parler de cette super élite dont nous avait parlé Michael Lind dans la nouvelle lutte des classes, cette super élite mondiale qui a le pouvoir économique, financier, politique, les think tanks, les médias, ne lâchent pas et prouvent qu'ils ne sont pas démocratiques. Et je voudrais juste terminer là-dessus, Clémence Diakova, c'est que Alexis de Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, nous avait déjà tout expliqué. Il avait expliqué que c'était un des risques du modèle démocratique, c'est qu'on arrive à un système où aujourd'hui les peuples se contentent de vulgaires plaisirs et qu'il laisserait le pouvoir à des technocrates, c'est pas le terme qu'il emploie, mais ça revient à ça, des spécialistes de la politique qui guident le reste du peuple, qui savent ce qui est mieux pour eux, pour reprendre le terme de Bernays. On est en plein dedans, et donc aujourd'hui, il y a une réaction populaire en Europe, et cette réaction, elle est saine. Ouais. Et enfin, on va voir jusqu'où elle peut aller. D'ailleurs, en termes de révolte, merci beaucoup en tout cas. Affaire à suivre et dossier, vous l'avez compris, très chaud dans l'actualité européenne. Merci beaucoup David Engels. Je rappelle votre livre Que faire vivre avec le déclin de l'Europe, édition La Nouvelle Librairie. Merci Rodrigo Ballester, directeur du Centre d'études européennes du Matthias Corvinus Collegium. Et merci à vous Nicolas Mirkovic. Je rappelle votre livre L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Dans quelques instants, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.